La psychomotricité, c'est la motricité ludique en relation. D'avoir découvert ce métier que je trouve passionnant, c'est une sacrée chance. Je viens d'un environnement social et économique favorisé et ça m'a beaucoup aidé à pouvoir me dire que allez go, j'y vais. T'es une bonne élève, il faut aller vers le Saint Graal, la classe prépa, choses comme ça. Je pense que c'est aussi ça parfois dans notre profession, une profession jeune et on doit encore s'affirmer. Aujourd'hui, on est avec Justine. Salut Justine. Salut, Comment ça va? mais écoute, ça va. Hâte d'être en week-end, mais ça va. Est-ce que tu es prête pour qu'on parle de toi dans cet épisode-là? Écoute, si ça peut intéresser d'autres personnes, allons-y. Allons-y. Et ben, on commence. Yes. Première question. Qu'est-ce que tu fais, Justine? Alors moi, je suis psychomotricienne dans un service d'éducation et de soins spécialisés à domicile dans le secteur médico-social. Donc c'est un peu, là c'est beaucoup de jargon, donc je sais pas si ça va parler à tout le monde, mais en gros je m'occupe d'enfants de 0 à 20 ans qui ont des troubles des fonctions motrices. On va dans les écoles et dans leur domicile pour leur proposer des soins, de la rééducation. Et donc moi c'est en psychomotricité, donc la psychomotricité, un peu comme son nom l'indique, on est à mi-chemin entre un travail psychologique et un travail plus de rééducation motrice et fonctionnelle. Et pour faire un peu simple, on va travailler sur tous les aspects de conscience corporelle, de prise en conscience de sa motricité, de sa façon de bouger, de la prise en compte de toutes les informations sensorielles qu'on a dans son environnement. Donc c'est pour accompagner le développement psychomoteur des enfants. Peut-être que tu peux donner un exemple de patient et quel travail tu fais avec lui. Ouais. Alors j'ai beaucoup de patients qui ont ce qu'on appelle des infirmités motrices cérébrales ou paralysie cérébrale. Donc ils ont eu par exemple un AVC à la naissance et du coup ils ont perdu une partie de leur fonction motrice. Et donc avec ces enfants-là, on va travailler sur la prise de conscience de leur corps malgré ces difficultés-là, à travers des parcours moteurs par exemple, et puis les aider à trouver des stratégies pour compenser ces difficultés et puis se développer comme des enfants de leur âge malgré leurs particularités. Donc toi, tu as dit que tu travailles à domicile. Ouais. Tu travailles à domicile, c'est pour qui déjà? Du coup, c'est un service de soins, service d'éducation spécialisé de soins à domicile qui est au sein de l'association Envoludia. Du coup, je vais continuer sur l'environnement de travail. Comment se déroule pour toi une journée? Ouais. Est-ce que toutes les journées sont pareilles? Est-ce que ça change? Et en général, comment ça se passe? Non, ça change pas mal. Je bouge beaucoup. En fait, c'est un peu la particularité de ce type de structure. C'est que déjà, on a une voiture de service. Donc, on se déplace un petit peu partout dans le 93, dans notre secteur. Et pour certains patients, on va aller au domicile parce qu'ils ne sont pas scolarisés. Et ils restent à domicile. Donc là, on va aller les voir à domicile. Et d'autres, on va aller dans leur lieu de scolarisation. Il n'y a pas vraiment de journée type, je dirais. Je pense que j'ai des semaines type, mais pas des journées type. Donc voilà, je vadrouille entre le domicile de certains patients, les écoles pour d'autres patients, et parfois quand aussi bien le lieu de scolarisation ou le domicile ne permet pas de faire des séances de psychomotricité, parce qu'en général, il nous faut quand même de la place, parce que nous, on aime bien en psychomote, pas forcément utiliser le corps et les jeux moteurs, des parcours, des choses comme ça. Donc, il nous faut de la place. Donc, il y a des patients parfois qui viennent au CESAD dans notre salle aussi de psychomotricité. Je me demandais quels étaient les autres types de pratiques. Quels sont les autres types de psychomotriciens qu'il y a? Ouais, donc on peut pratiquer en libéral. Donc là, dans ce cas-là, ça peut être aussi bien auprès d'enfants que d'adultes, de personnes âgées.
c'est très varié. On peut travailler à l'hôpital, aussi dans plein de services différents. Après, il y a des services, je dirais qu'en pédiatrie, il y a beaucoup plus de psychomotriciens que dans d'autres services, notamment auprès des adultes. Ça se développe, mais c'est pas forcément la majorité des secteurs dans lesquels on va être présent. En psychiatrie, par contre, il y a pas mal de psychomotriciens et ceux-là depuis assez longtemps. Donc, c'est très, très varié. Donc, les cliniques peuvent être très, très différentes en fonction des structures dans lesquelles on travaille. Est-ce que en termes d'effectifs, est-ce qu'il y a beaucoup de psychomotriciens? Est-ce que il en manque beaucoup? Est-ce qu'il y en a plutôt pas mal? Est-ce que ça se développe? Est-ce que c'est là depuis longtemps? Alors, le diplôme d'État, il existe depuis les années 70. Donc, c'est une profession assez récente. Bah, je pense qu'il n'y en a pas assez parce que c'est une profession qui est de plus en plus quand même demandée. Donc, on est de plus en plus quand même recherché par les différentes structures. Et c'est vrai que comment dire, il y a quand même un numerus clausus, un nombre donc, d'étudiants qui sont formés chaque année. Mais a priori, ça correspond quand même pas aux besoins sur le territoire. Et après, ce qu'on voit, et comme dans beaucoup de professions paramédicales, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'installent en libéral. Or, il y a beaucoup de besoins dans les structures. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui s'installent en libéral. Est-ce que tu saurais me dire ce que tu préfères et ce que tu aimes le moins? Est-ce que je comprends quelques... Ouais, non. Non. Tu peux peut-être le voir différemment. Pourquoi tu te lèves le matin, autre que la partie financière évidemment, mais pourquoi tu te lèves le matin et tu fais ce job? Et pourquoi le soir t'es énervé quand tu rentres? En général, c'est plutôt ça. Moi, ce que je préfère, bien sûr, c'est... j'ai choisi ce métier parce que je suis tout le temps en action et j'utilise... En fait, ma première façon de rééduquer les enfants avec lesquels je travaille, c'est d'utiliser mon corps. Donc de bouger et d'être toujours en action et pas derrière un PC. J'avoue que ce qui me passionne le plus, c'est de pouvoir aller explorer plein de médiations différentes en passant par la danse, l'expressivité du corps, en passant par des jeux qu'on a pu utiliser quand on était enfant, des jeux de cours, mais en les détournant pour essayer de favoriser des apprentissages. Tout le travail aussi autour de la sensorialité, puis de réfléchir un peu toujours dans la créativité voilà, il y a tel apprentissage que j'aimerais bien favoriser ou j'aimerais bien renforcer la conscience corporelle. Mais voilà, il faudrait que ce soit ludique parce que il y a une psychomotricienne un peu ancienne, mais assez inspirante, Catherine Potel, qui dit que la psychomotricité, c'est la motricité ludique en relation. Et je trouve que ça définit vachement bien mon métier et ce que j'aime faire. Après, ce qui me plaît moins, ça, je pense qu'on est beaucoup de psychomotes et surtout des jeunes diplômés à penser ça, c'est rédiger des bilans. C'est hyper important parce que c'est un bilan, c'est ce qui nous permet d'avoir vraiment un état un petit peu des compétences de l'enfant et au contraire de ses difficultés et voir là où on peut l'aider. Et puis, ce qui est intéressant aussi dans le bilan psychomoteur, c'est qu'on fait un état un peu global de la psychomotricité, on va dire, de l'enfant qu'on a en face de soi. Mais la rédaction, ça veut dire se remettre derrière un PC, écrire des rapports. Donc ça, c'est la partie moins fun. Il y a aussi toute la part un peu administrative. Aujourd'hui, dans le médico-social, on nous demande quand même de rendre compte des actes qu'on fait, de rendre compte de notre travail. Et du coup, c'est quand même du temps administratif qui est non négligeable et qui peut parfois un petit peu prendre la tête. Ça, c'est ça. Et puis après, il y a les embouteillages aussi. Je pense que c'est pas très fun. Je préférerais
Voilà, ne pas avoir les embouteillages et à devoir chercher des places parfois pour aller se garer. Ça paraît bête, mais quand on est en structure où on n'est pas toujours au même endroit, Je vais te poser la question du salaire. Est-ce que tu peux me dire combien tu gagnes? Là, actuellement, je suis à 1920 net. Donc, je suis un peu en dessous de 2000, mais en fait, avec les prix manuels plus les tickets restaurants, en gros, j'ai à peu près 2000 net. Ce qui est plutôt l'échelle haute, je dirais, notamment pour un début de carrière en tant que psychomotricienne. D'avoir une question avant de passer à la suite, donc. Est-ce que tu veux me dire quelles études tu as faites? Alors, moi, j'ai un bac économie et sociale à la base, enfin ES. Après, j'avais fait une prépa littéraire, Cagnes-Hippocagne, mais avec la spécificité. Donc, c'est ce qu'on appelle une prépa BL, donc c'est pas Cagnes-Hippocagne classique, mais c'était aussi avec de l'économie, de la socio et des maths. C'est une prépa assez généraliste. C'est celle qu'a fait Emmanuel Macron pour être. Donc, c'était 2 ans que j'ai fait à Orléans. 2 ans très durs. Donc, voilà, moi, j'ai mis un peu du temps à savoir ce que je voulais faire. C'était quand même des années assez compliquées. Et après, à l'issue de cette prépa, j'ai intégré une école qui s'appelle l'Institut du Management Public et Politique à Paris. Donc, c'est une petite école qui a un cursus un peu similaire au cursus Affaires publiques de Sciences Po. Dans le 9e arrondissement. Donc, je suis arrivée à la capitale. Moi, la petite provinciale. J'ai eu 2 bons mois de bonne dépression en arrivant à Paris. Et ensuite, du coup, c'était 3 ans de formation avec un Master 2 des spécialisations. Après, moi, dans la spécificité de mon parcours, c'est que j'ai décidé entre mon Master 1 et mon Master 2 de faire une année de césure, donc de faire un service civique, un service volontaire européen en Irlande. Est-ce que tu peux juste dire quel genre de matière tu étudiais en Master 1 et 2? Ouais, c'était très tourné vers le droit public et plus particulièrement le fonctionnement de l'administration. Donc moi, j'avais fait... c'était un cursus aussi très professionnalisant. J'ai fait des stages tous les ans et des stages plutôt longs. Donc j'avais fait un premier stage en communication politique dans un média spécialisé dans les affaires publiques. Ensuite, j'ai fait 2 stages au ministère des Finances à Bercy, à la direction du budget. Ouais, parce que quand on n'aime pas, on continue à faire des choses qu'on n'aime pas. Voilà. Et après mon Master 2, et aussi grâce à mon expérience en Irlande, j'ai postulé un poste de chef de projet et juriste au sein des hôpitaux de Paris, donc à l'AP-HP. Voilà. J'ai travaillé donc un peu plus de 2 ans sur ces fonctions-là. Et donc, je suis restée jusqu'en septembre 2020. Donc, c'était l'année Covid. Et j'ai intégré en septembre 2020 ma formation, donc mon diplôme d'état de psychomotricien. Et donc, après, voilà, j'ai commencé mes 3 années de diplôme d'état de psychomotricien à la Pitié-Salpêtrière, donc j'ai pas vraiment quitté la PHP. Et donc je suis moi diplômée depuis juillet 2023 et je travaille au sein de l'association dont je parlais au début depuis juillet 2023, en gros, depuis que j'ai mon diplôme. T'es sortie, t'as eu ton diplôme et du coup t'as commencé. Et j'ai commencé à travailler. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Donc si je résume, t'as fait donc un Master 1, Master 2 en management de droit et sciences politiques. Ouais. Tu le dis sûrement très mal. Pendant lequel, entre ton Master 1 et ton Master 2, tu fais une mission volontaire européenne en Irlande. Ouais. Pendant ces années, tu fais aussi des stages plutôt liés, du coup, aux études. À tes études. Ouais. Tu sors, tu travailles 2 ans pour la PHP.
Tu fais 3 ans après d'études pour devenir psychomotricienne et t'es engagée en juillet 2023. Donc, c'est ça dans lequel tu travailles aujourd'hui. C'est ça. Bon, en tout cas, on voit que dans ton parcours, il y a quand même des changements de cap un peu mystérieux. Maintenant, on va plutôt parler de ton parcours et je vais te laisser commencer par parler de toi, ce qui t'a marqué dans ton parcours. Et du coup, je vais juste te laisser parler de ton parcours et moi, je vais arrêter de parler. Voilà. Ouais, c'est pas facile. Moi, j'ai un peu le parcours classique de la bonne élève à qui, déjà, on avait dit faire ES, économique, sociale, du coup, faire une filière éco et sociale, c'est dommage parce que j'avais des bonnes notes et que j'aurais dû aller en S. A posteriori, comme me dirait mon cher père, finalement, t'aurais peut-être dû faire ça parce que pour être psychomotricienne, c'est peut-être plus pratique, mais bon. Voilà, on va pas revenir dessus. Donc voilà, bonne élève, donc classe prépa. Et puis là, ça a été quand même la grosse claque parce que j'ai appris énormément, mais en même temps, je pense que j'en suis sortie un petit peu fragilisée. C'est juste pourquoi tu avais décidé de faire plutôt une prépa BL au lieu d'une prépa HEC, par exemple? Parce que je voulais pas du tout faire d'école de commerce. Ouais. Ma soeur, elle était en école de commerce, ça me paraissait... j'avais pas du tout envie de faire ça. Et au lycée, t'avais aucune autre aspiration, aucune autre envie Eh en fait, moi, si je m'étais écoutée à l'époque, je serais partie en école d'éducateur spécialisé. Ah, donc t'avais quand même déjà cette idée. Oui. Il y a eu une époque où la médecine, ça m'avait parlé, mais en fait, comme de toute façon, j'avais pas fait S, voilà. Et par contre, moi, j'adorais la socio et l'économie et l'histoire. Donc ouais, voilà. Mais oui, c'est vrai que moi, j'ai mon PF, qui était EduxP de formation. C'est toujours un métier que que je trouvais intéressant et qui me parlait aussi, mais c'est vrai que c'était pas dans l'idée de quand t'es une bonne élève, il faut aller vers le Saint Graal, la classe prépa, choses comme ça. Donc après, moi je regrette rien, même si ça a été dur et que peut-être qu'en fac de sociaux ou en truc j'aurais été mieux, mais bon, c'est voilà. Après aussi à titre, pour quelque chose pour entrer dans un truc un peu plus perso et je vais peut-être aussi expliquer mon choix vers le soin, vers les métiers du lien, comme ils disent les politiques aujourd'hui. J'ai une sœur qui est polyhandicapée, qui est en maison d'accueil spécialisée, voilà, avec qui j'ai une relation assez privilégiée. Et donc, je pense que ça a aussi un peu... ça a toujours été là. Et du coup, j'en viens plus là, donc dans cette école dans le 9e arrondissement, où ça a été très, très formateur parce que très professionnalisant. Mais en master, après le master 1, j'ai eu une espèce de... j'en peux plus, quoi. J'ai besoin de voir autre chose. C'était un microcosme aussi parisien un peu spécifique. Et donc tout ça chemin faisant, arrivé en master 1, je me dis, ouais, là, j'ai besoin de partir. J'ai besoin de voir autre chose. Et du coup, j'ai cherché un peu partout ce que je pouvais faire. Je voulais aller à l'étranger aussi parce que mon cursus ne le permettait pas nécessairement. Et je me suis rendu compte qu'Erasmus, ça permettait et de partir étudier à l'étranger, mais aussi de faire du volontariat à l'étranger. Et du coup, je me suis dit, mais banco, on y va, voilà. Et j'ai trouvé une asso, les Petits Frères des Pauvres, qui proposait des services volontaires européens. Donc ça s'appelait SVE à l'époque, maintenant ça s'appelle plus comme ça. C'était un volontariat auprès de personnes âgées. Donc c'était des visites à domicile auprès de personnes âgées qui étaient assez isolées et parfois en situation de dépendance aussi à leur domicile, en Irlande, à Dublin. Voilà, donc du coup, je pars, je quitte un peu pas mal de choses
en France. Et là, c'est une année complètement différente de tout ce que j'ai vu avant, où je me retrouve dans une association en plein cœur de Dublin. On organise des après-midi conviviales pour les personnes âgées. On va à leur domicile leur rendre visite près de... Donc, et là, c'était déjà du domicile, c'est marrant. Donc voilà, et en même temps aussi s'occuper de la vie de l'asso avec un charity shop. Donc ça m'a permis d'être vraiment au plus près de la culture irlandaise. Quand tu étais là-bas, tu te sentais comment? Comment tu te sentais? J'étais vraiment super bien et je pense que mes proches pourront en témoigner. Enfin, ça se sentait dans ma voix, ça se sentait dans plein de choses. Enfin, j'étais à ma place. Je me sentais vivante, je me sentais peut-être utile aussi, hein. Et puis dans le lien, quoi. Dans le lien et avec des choses simples, quoi. C'était pas devoir rédiger des rapports sur l'état des finances publiques de tel truc. C'était pas être derrière mon PC toute la journée, mais c'était parler, comme poil remarquer, j'aime bien ça. On en revient un peu à ce que tu disais au tout début, dans ce que tu aimais faire aujourd'hui, d'utiliser ton corps pour d'être actif, quoi, finalement, et de pas être passive derrière un ordinateur. Ouais. Pas c'est ça le mot. Ouais. Mais d'être derrière son ordinateur. Au moment, tu vois, où tu as eu un peu cette révélation de là, je suis bien, je sers à quelque chose, j'adore ça. Tu as pris un peu de recul sur les stages que tu avais fait avant, en te disant, il y a un truc qui coince. Bah, en fait, ouais, mais je pense que j'étais encore quand même un pied dedans, un pied dehors. C'est-à-dire que, ouais, mon esprit commençait déjà à se dire vas-y, je crois qu'il faut quand même que tu explores d'autres voies. Surtout que j'avais une de mes colocs qui était aussi en service civique avec moi, qui était française, qui est très chère à mon cœur, qui, elle, pendant le service civique, a postulé pour une école d'éducatrice spécialisée. Donc voilà, il y avait plein de choses comme ça, plein de petites choses qui me disaient « Ah, peut-être faudrait t'explorer de nouvelles voies ». Mais en même temps, je me suis quand même entêtée à rentrer en France pour passer les concours de la fonction publique pour être attachée d'administration. Donc j'avais passé... les écrits, après, j'étais pas très préparée, donc franchement, j'étais assez fière de moi parce que je n'ai pas trop préparé et j'ai des notes plutôt correctes. Mais en même temps, j'avais plusieurs enseignants qui me disaient « Mais je sais pas si c'est ce vers quoi t'as tant envie d'aller. » Enfin, voilà, ça a commencé déjà un peu à me titiller sur ça. Grâce à mon service civique aussi, j'ai intégré un truc qui s'appelle l'Institut de l'engagement. C'est une structure qui accompagne les jeunes qui ont fait un service civique pour le valoriser. Les postes que j'ai occupés, c'était en partie grâce à l'Institut de l'engagement. Donc voilà, il y a eu un truc qui m'a permis d'accéder à ce poste et qui était un poste aussi où je me suis dit, là, je m'extirpe un peu des finances publiques où là, je m'aurais fait. Donc je venais de faire 2 stages. Donc le stage en Master 1 avant mon service civique en Irlande. Je suis rentrée en France, mais en fait, j'avais déjà mon stage de Master 2, donc je m'étais pas trop posé la question d'essayer d'aller faire autre chose ou de voir autre chose. J'ai suivi mon truc et j'ai dit, OK, il me faut un diplôme et voilà, je finis mon Master 2. Mais après, j'ai eu cette opportunité de travailler dans les hôpitaux qui m'a permis aussi déjà d'être un peu plus vers ça, que j'allais faire après. En fait, finalement, grâce à ce poste-là, tu as fait converger en fait, le master, enfin l'école que tu avais faite avec justement être au service de l'autre. Là, a posteriori, c'est facile de refaire le film, mais sur le moment, les trucs se font et on a l'impression que c'est un enchaînement de hasard, mais je pense qu'effectivement, il y a un peu retrouvé du lien entre tout ça un petit peu. C'est ça. Et du coup, après, dans les hôpitaux de Paris, c'était un poste qui a été très difficile pour moi. Je me sentais assez isolée dans mes missions, extrêmement stressée et pas du tout bien dans ce que je faisais. Je rentrais très tard tout le temps. Ma santé mentale n'était pas incroyable. Ouais. Et en fait, ce que j'aimais dans mes fonctions, c'était quand j'allais dans les services
Et du coup, il fallait aussi dans les services rencontrer les patients, rencontrer les équipes et tout. Et ça, oui, vraiment, j'adorais. Ou quand j'allais voir des services civiques dans leur mission et qu'on échangeait avec les services, j'aimais beaucoup. Et j'ai eu aussi l'opportunité de travailler avec des psychomotriciens, des psychomotriciennes qui ont accueilli des services civiques. Et je trouvais leur métier génial, quoi. J'avais vu une psychomotricienne qui utilisait la médiation de danse avec des patients. Enfin, je trouvais ça génial. C'est incroyable. Et en fait, c'est un métier que je connaissais quand même un petit peu parce que je le disais tout à l'heure, ma grande sœur qui est dans une maison d'accueil spécialisée et qui a eu de la psychomotricité. Enfin, du coup, c'était pas un métier que... Voilà, mais je l'avais jamais vraiment envisagé, quoi. Mais je trouvais ça génial de me dire on peut utiliser son corps pour soigner et utiliser des médiations que j'adore. Enfin, moi, j'aime beaucoup danser. J'aime le sport aussi. Je fais beaucoup d'escalade. J'aime me dépenser. Donc, je me disais, mais c'est incroyable. Et puis, l'aspect aussi créatif, comme j'avais pu le faire avec les personnes âgées, penser toujours à la manière dont on va créer du lien avec les personnes. Ouais. Donc, ouais, c'est un métier qui m'a pas mal parlé. Et du coup, j'en suis arrivée en septembre 2019, être un peu à bout dans ce que je faisais. À ce moment-là, ça faisait combien de temps que tu étais dans les hôpitaux? Ça faisait un peu plus d'un an. Voilà, je pense que j'étais pas loin du burn-out. Et avec vraiment ce truc de me dire j'en peux plus d'être derrière mon PC, quoi. Ça... Là, je saturais. Donc, je me suis beaucoup questionnée de est-ce que c'est mon environnement de travail qui est problématique? Parce que finalement, il y a des choses qui sont très propres à moi et que, quel que soit le métier que j'occuperai ou la profession, j'aurai toujours ça. Et je m'en rends compte aujourd'hui, je le sais. Enfin, voilà, j'ai un tempérament plutôt stressé, anxieux. C'est pas en changeant totalement de voie que ça va changer. Mais par contre, il y avait quand même quelque chose sur ce que je faisais au quotidien qui n'allait pas et qui me permettait pas de mettre du sens, alors même qu'il y en avait, hein, et en fait, je veux dire, et puis en fait, je crois aussi que j'en parlais beaucoup avec des amis, je pense qu'on peut trouver du sens dans n'importe quelle profession et il n'y a pas de jugement à avoir, mais en tout cas, moi, je sentais que c'était pas ma place et que j'avais envie que ce qui criait en moi, c'était d'aller dans les services, c'était d'être auprès des patients, c'était d'être au cœur de leur éducation. C'était, il y avait aussi ce côté, alors moi j'ai découvert dans le milieu hospitalier l'aspect plus médical et en fait je me suis rendu compte que ça m'intéressait beaucoup. On en revient aussi à avant où je m'étais posé la question de médecine et je pense qu'effectivement j'avais un peu une appétence pour les questions de santé, pour même l'anatomie, tous ces trucs-là, que finalement, ça m'est apparu un petit peu là, comme ça. Donc, voilà. Donc, du coup, je me suis dit, foutu pour foutu, postule sur Parcoursup. Et là, je me suis dit, ok, psychomote. Et puis, j'avais pris aussi infirmier, me disant que j'avais vu qu'il y avait des passerelles, mais que voilà, mon objectif, en tout cas, c'était vraiment un psychomote. Parce que là, je m'étais vachement renseignée sur le métier et je m'étais dit, mais ouais, j'ai trop envie de faire ça. Et après, voilà, année 2020, comme on a connu, mars 2020, confinement, les hôpitaux en première ligne. Et moi, je travaillais au siège des hôpitaux de Paris, donc j'étais clairement pas la plus indispensable, mais je me suis retrouvée quand même à bosser beaucoup, beaucoup, beaucoup à cette période-là. Enfin, ça avait été un flou artistique pas possible. Et puis, sortie du confinement, et réponse Parcoursup. Et surprise d'être prise dans les 2 écoles de psychomote. Et du coup, voilà, je sors de cette période de travail très, très intense.
Ça se passait quand même un peu mieux, on va dire, au travail, mine de rien. Ma responsable, elle disait pas mal sur moi, j'ai changé entre-temps. Et puis moi, j'arrive et puis je lui dis, bah, je vais partir. Donc je lui pose ma démission sur le bureau. T'es dégoûtant de démissionner. Ça t'a soulagé? Ça m'a... En vrai, ça m'a soulagée. J'étais en train de me dire, ok, là, je pars sur un tout nouveau projet. J'étais reboostée. Mais gros saut dans l'inconnu quand même, parce que démissionner, ça veut dire pas d'assurance chômage, normalement. C'est vrai. Je me suis débrouillée, mais voilà. Et puis, c'était repartir sur 3 ans d'études quand même, et sans savoir si j'allais réussir à repartir sur les bancs de l'école, quoi. Et voilà. Mais ça a été en fait, quand je suis arrivée, je me rappelle de mon premier jour sur les bancs de la fac, et de me dire, là, je suis à ma place, et ça a l'air passionnant, et j'ai trop envie. Et d'être reboostée intellectuellement, en fait, là où dans mes fonctions d'avant, ça, je ne l'ai pas trop dit, mais je pense que ce qui expliquait cette histoire aussi de me sentir un peu écrasée par à la fois la masse de travail et c'est que j'avais l'impression, je mettais pas de sens parce que intellectuellement parlant, je m'y retrouvais pas. Mais en fait, du coup, je m'y retrouve vachement en psychomote parce que c'est une profession en constante évolution. Et comme tu es dans l'humain et que c'est jamais... Enfin, même si tu as un tableau clinique qui peut se ressembler à un autre, et c'est jamais pareil, quoi. Tu es toujours en train d'essayer d'aller creuser des trucs, d'aller voir comment tu peux accompagner tel ou tel truc. Enfin, et le travail pluridisciplinaire avec plein d'autres métiers où on se complète les uns les autres, où des fois on n'est pas d'accord, machin. Et en fait, là, j'y retrouve un peu ce côté, pas étudiant, mais d'être toujours En stimulation, de toujours découvrir des nouvelles choses, du côté aussi, du caractère imprévisible du coup de chacun. C'est ça. Et d'être toujours là. C'est ça. Oui, en fait, t'as la théorie derrière, évidemment, parce que ça reste quand même médical, mais les patients sont tous différents et tous singuliers, quoi. C'est des méthodes. C'est ça. La singularité de l'être humain. Toi, c'est vrai, parce que c'est ça aussi, je pense, c'est ça qui a l'air de... C'est ça qui a l'air aussi de te motiver et à dire... Toi, c'est ce que tu as dit dans ton côté un peu investigation, enquête, tu vois, résoudre un problème et aider quelqu'un. Ouais. Tu vois, c'est un peu ça. Tous les jours, tu as une nouvelle enquête. C'est un peu ça, oui. Je pense qu'il y a vraiment de ça qui m'a mené à ça. Et puis, l'aspect aussi créatif et de pouvoir utiliser son corps, utiliser des médiations hyper variées. Ce que cette reconversion m'a permis, c'est vraiment d'explorer un nouveau champ des possibles. De me dire que je vais jamais faire la même chose tout le temps et d'être dans un métier du soin, et en plus de ça pouvoir utiliser des trucs que j'aime trop dans la vie, l'escalade, la danse, et écouter de la musique, faire de la relaxation, être dans une relation thérapeutique par l'intermédiaire du toucher, de la sensorialité, c'est drôle parce que je trouve qu'on comprend vachement bien avec tout ce que tu expliques pourquoi t'en es là. Tu vois, entre ton père, éduc spécialisé, tu vois, ta sœur qui est handicapée, toi qui est quand même qui utilise son corps, qui danse, qui machin, c'est ce que tu dis. C'est aujourd'hui psychomotricienne qui regroupe en fait tout ça. Ça a infusé depuis longtemps, à la fois avec ton entourage, à la fois avec ta personnalité. Ouais, je pense que pour le coup, j'ai eu de la chance. Et en même temps, là, avec beaucoup d'humilité, tu vois, je me dis que j'ai eu aussi énormément de chance par mon entourage familial et mes proches qui m'ont vachement soutenue. Et d'ailleurs, je me suis séparée de ceux qui m'ont pas trop soutenue. Et j'ai eu la chance d'avoir vraiment un socle de personnes qui ont cru un peu dans mes petites folies. Et ça, voilà.
Et ça, c'est hyper précieux. Et ça aussi, je pense que c'est un message que j'aime bien transmettre et qui est cher pour moi. C'est aussi de dire, je viens d'un environnement social et économique favorisé. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé à pouvoir me dire que à l'ego, j'y vais. Moi, c'est vrai que je m'estime vraiment chanceuse de ce côté-là. Et ouais, du coup, c'est d'avoir découvert ce métier que je trouve passionnant. C'est une sacrée chose. T'as des stages pendant les études? Ouais. Différents stages avec des publics différents. Et on a surtout des stages courts, donc c'est 1 ou 2 semaines, et un stage long sur toute l'année. Et là, c'est 1 journée par semaine. On a un stage avec un psychopathe. Donc moi, j'ai eu la chance de faire un stage en psychiatrie adulte avec une enseignante de ma fac. Et en 3e année, on a 2 stages longs. Et pareil, j'ai eu la chance d'avoir 2 tuteurs vraiment géniaux. Donc, dans des cliniques différentes, là, j'étais avec des enfants parce que je m'étais dit que je voulais découvrir en 2e année de l'adulte, mais qu'en 3e année, je voulais plus aller vers l'enfant parce que je pensais que c'était la clinique vers laquelle je voulais aller. Donc, je trouve hyper intéressant avec l'enfant. C'est aussi de travailler avec la famille. Bon, après, avec d'autres publics, ça peut être le cas aussi, mais là, il y a ça. Et il y a aussi tout l'enjeu d'accompagner le développement psychomoteur. Donc c'est pas comme un adulte ou une personne âgée où il y a une lésion et on va essayer de compenser cette lésion. Là, il y a une lésion et on va voir comment ça se développe autour de ça. Et des fois, on est hyper surpris de la tournure que ça prend. Et en fait, ce qui est trop bien aussi avec les enfants, c'est que moi, j'ai des panels, des âges très, très variés. Ça va, le plus petit que j'ai pu accompagner, là, il avait 3 ans à 18 ans. Mais en plus, avec des pathologies très variées. Donc, à 18 ans, on est sur un enfant polyhandicapé, donc qui a une conscience de lui-même assez limitée. Donc, on est plus sur, finalement, un enfant qui aurait presque 18 mois que 18 ans. Et j'ai aussi des ados. Donc, les ados, c'est encore un autre travail. Du coup, vraiment hyper intéressant d'avoir ces âges différents et de voir tout ça. Ouais. C'est encore assez récent, le début de ton travail. Ouais. Mais est-ce que tu as déjà des idées de ce que tu veux faire, des projets pour après? C'est marrant parce qu'on en parlait au travail et en fait, là, je suis plus à vivre l'instant présent que d'ailleurs, je dirais depuis assez longtemps, donc j'étais souvent dans la projection et après, et après, et après. Et là, je suis plus dans un truc genre, ok, là, je suis en train de vivre ça et de profiter de ça. Et du coup, si je me projette, là, c'est déjà de me dire que dans la structure dans laquelle je suis, et c'est ce que tout le monde me dit, un fonctionnement CESAD, c'est très basé sur l'année scolaire, en gros. Donc déjà, pour avoir bien compris comment ça fonctionne, il faut au moins avoir fait une année scolaire, ce qui n'est pas encore mon cas. Et j'ai envie de continuer dans cette structure-là encore quelques années parce que je pense que j'ai vraiment beaucoup de choses à apprendre. Après, il y a 1 milliard de formations supplémentaires que j'ai trop envie de faire. Il y a la danse-thérapie, il y a tout ce qui est autour du jeu dramatique et du mime, du théâtre, ces choses-là qui m'ont toujours aussi super intéressée. Et voilà. Et après, en fait, moi, il y a un truc où je me dis, c'est que, bon, là, je suis hyper enthousiaste et tout, mais je sais jamais, peut-être qu'un jour, on en aurait marre et tout. Et le seul truc où je suis hyper confiante par rapport à l'avenir, c'est parce que je me dis, mais en fait, tu l'as déjà fait une fois de changer de voix, faire des trucs. Et donc, en fait, si tu l'as fait une fois, tu peux le refaire plein de fois. Et du coup, ça me donne vachement d'énergie pour l'avenir. Je pense que c'est une réponse qui est assez normale. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça aussi. Ouais. J'ai une question qui me fascine. Quand tu étais enfant, tu voulais faire quoi? Vétérinaire. J'avais fait un stage de 3e. Et j'avais adoré le côté médical, les opérations, je trouvais ça hyper cool. Mais alors, rendre des croquettes, ça m'avait saoulée.
C'est ça qui t'a freiné. Et un autre truc, c'est qu'en fait, l'animal, il n'y a pas d'interaction verbale. Oui. Enfin, et même pas d'interaction tout court. Parce que je disais, ouais, j'ai plein de patients qui sont non-verbaux, donc respect pour eux aussi. Mais en fait, l'interaction avec l'animal, je me rendais compte que ça me passionnait tellement moins que l'être humain. Enfin, c'est un peu... Enfin, j'ai pas du tout pensé ça quand j'étais en troisième. Mais je m'étais juste dit, non, en fait, veto, trop chiant. C'était bien, mais... Et du coup, j'espère d'avoir fait ce stage de troisième, parce que peut-être que finalement, il est parti... Ça fait partie des petits éléments qui t'ont aidé à faire ton choix. C'est vrai que moi, les jeunes, je les pousse trop à faire des stages, à aller voir, quoi. Là, tu viens de donner un conseil. C'est la question que j'allais te poser après. Est-ce que tu as une autre chose à ajouter ou un conseil à donner pour ceux qui nous écoutent? Tu en as donné un peu plein, plus ou moins explicitement pendant l'épisode. Est-ce que tu aurais peut-être un dernier conseil à donner? En vrai, un conseil, si vous êtes bien entouré et que vous avez des envies, là, j'ai envie de dire osez, quoi. Enfin, allez-y et faites confiance à votre entourage qui vous soutient là-dedans. Et après, un autre conseil, c'est que je pense qu'on peut trouver du sens à plein de choses, mais c'est quand même à des moments prendre le temps de faire un peu cette introspection-là de « Ok, qu'est-ce qui fait sens pour moi ?» Parce qu'il y a l'idée de comprendre quelles sont ses priorités. Ouais. Travail ou pas? Ouais. S'il y en a qui sont plus je gagne de la thune, mais je m'en fous de ce que je fais. Bah, tu vois, toi qui avais 0 conseil, finalement, t'en as quand même donné 2. Oui. Et puis, il y en avait d'autres. Moi, j'aimais bien celui d'avant où tu disais faut aller tester. Il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit ça la dernière fois. Ça, il faut être curieux. Après, c'est pareil, c'est facile à dire, mais c'est vrai qu'effectivement, poser des questions, aller s'informer, sortir de sa zone de confort, c'est quand même des trucs à faire, surtout quand on se pose des questions sur sa vie et sur ce qu'on a envie de faire. Avant qu'on se quitte, une question d'ordre pratique. Est-ce que les gens peuvent te contacter? Et si oui, comment? Alors oui, avec plaisir. Pour répondre à toutes tes questions. Ouais, s'il y a des gens qui sont intéressés par métier, par... voilà, enfin même pour papoter, il n'y a pas de souci. Sur LinkedIn, c'est Justine Chollet. La mettra là. Oui, avec plaisir, s'il y a des questions. Merci. De rien, merci à toi. Ça va.